Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tant attendue que vous m'avez demandé depuis quelques semaines pour certains d'entre vous. Il s'agit de la vidéo sur l'analyse de ma copie de composition française à l'agrégation. Donc c'est la dissertation, l'épreuve écrite qui vaut le plus de points dans le sens où c'est le coefficient le plus lourd, le coefficient 12. C'était le latin, ça a été ma meilleure note de tout le concours. Et je pense que sans cette note, j'aurais difficilement eu l'agrégation du premier coup cette année. Je suis éberluée par cette note parce que je n'ai pas compris le sujet et j'ai eu 16 sur 20. Alors que sur des sujets que j'avais compris, je fourmillais d'idées, j'ai eu 9 sur 20 par exemple. C'est incompréhensible. Mais on va tout de même tenter de comprendre ensemble ce qui a été bon dans cette copie et aussi ce qui a été moins bon. Sachant que c'est une dissertation sur œuvre, en fait, pour l'agrégation, on a un programme d'œuvres avec une œuvre par siècle littéraire, donc une œuvre pour le Moyen-Âge, une œuvre pour le 16e, une œuvre pour le 17e, une œuvre pour le 18e, une œuvre pour le 19e, une œuvre pour le 20e. Cette année, il y a même 2 œuvres pour le 20e. Pour donc l'agrégation 2024, nous sommes tombés sur l'œuvre du 19e, à savoir Les Salons de Charles Baudelaire, qui sont des œuvres à la fois littéraires mais aussi théoriques, théorie de l'art. Alors, je veux pas dire que je m'attendais à tomber sur Baudelaire, mais ça m'a pas surpris tant que ça, d'autant que c'était l'œuvre qui n'était pas au programme de l'agrégation interne, ce qui fait que ça éliminait déjà un certain nombre de candidats qui n'avaient pas révisé Baudelaire et qui passaient à l'agrégation externe au cas où. Le sujet, le voici. Je vous jure qu'en fait, toute ma promo, on n'a rien compris à ce sujet. Il y a des mots qu'on n'a pas compris dans le sujet. C'était un propos de Jean-Christophe Bailly dans son article Baudelaire peintre dans Salon de 1846, une publication qui date de 2021. L'idée de la peinture qui est celle de Baudelaire et dont l'œuvre de Delacroix est pour lui le déploiement ébloui, c'est celle d'une venue, d'une sorte de montée concertante, et elle ne peut aucunement se reconnaître dans ce qui, au contraire, n'a Dieu que pour l'achèvement d'une forme préconçue, et pour un art où, en somme, tout est joué d'avance. Comme j'ai l'habitude de le faire maintenant dans mes vidéos analyse de dissertation, on va décortiquer cette copie pas à pas en s'apesantissant davantage sur l'introduction qui est vraiment la vitrine du magasin qu'il faut absolument soigner. Alors vous voyez, c'est une copie qui fait une douzaine de pages, donc c'est pas non plus de l'énorme copie où j'ai gratté à mort. D'ailleurs 12 pages c'est un peu exagéré puisqu'en fait la dernière il y a 3 lignes, donc plutôt 11 pages. Voilà, il n'y a pas besoin de faire 24 pages pour réussir à avoir une note correcte voire bonne. Donc on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord donc l'introduction, vous voyez l'introduction elle fait 2 pages. Je pense que quand on arrive au niveau de l'agrégation, une introduction qui fait 2 pages, c'est non négligeable. Je pense que 1 page et demie c'est le minimum syndical, en dessous on n'a pas la place d'analyser le sujet. Et au-delà de 2 pages par contre on commence à rentrer dans l'analyse, donc c'est pas bon non plus. Il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu entre les deux et moi je pense l'avoir trouvé dans mes 2 pages format concours. Si on commence d'abord par l'accroche, alors c'est une étape qui est facultative mais grandement recommandée pour passer l'agrégation parce que on estime que vous arrivez à un niveau où vous avez tellement de connaissances que vous êtes capable de nous pondre n'importe quelle accroche sur n'importe quel sujet et le but c'est vraiment d'accrocher le jury. Alors mon accroche. Dans une section dédiée au passage du Salon de 1845, le jeune critique d'art qui est alors Charles Baudelaire introduit une distinction conceptuelle entre le fait et le fini, signifiant nettement sa préférence pour le fait avec tout ce qu'il a d'imparfait. Alors, vous voyez l'accroche qui tient sur 3 lignes, elle est tirée directement du programme étudié. J'ai pas été chercher une référence externe, je me suis pas creusé la tête trop loin, mais j'ai montré que j'avais une connaissance suffisamment approfondie de l'œuvre pour aller chercher un petit concept qui va bien avec le sujet, ou en tout cas qui pour moi allait bien avec le sujet parce que tout cela je le raccrochais à l'idée d'achèvement et de forme préconçue et l'idée où tout est joué d'avance. Et en fait, dès que j'ai lu le sujet, directement j'ai eu un flash de « Ah ça me rappelle la distinction entre le fait et le fini chez Baudelaire ». C'est une distinction que j'avais énormément aimée, que j'avais du mal à appréhender au départ, mais que j'avais vraiment appréciée. Et donc vous voyez, quand vous avez ce genre de flash, à la première lecture du sujet ou à la deuxième, des flashs qui vous rappellent des passages de l'œuvre très précis, ça, c'est à garder pour l'accroche. Parce que ce niveau de précision, il fait mouche au début d'une dissertation. Alors vous vous rappelez, l'accroche, c'est pour accrocher les yeux du correcteur, mais c'est aussi
à raccrocher avec le reste du devoir. Hein. Donc il ne s'agit pas de faire un petit truc sympathique comme ça au début et que ça n'ait aucun rapport avec le sujet. Non, il faut montrer que ça a un lien avec le sujet et même que ça amène le sujet. Et donc comment j'ai fait? Eh bien voici. Cette distinction, qui intervient très tôt dans l'œuvre critique de Baudelaire, semble confirmer le propos de Jean-Christophe Bailly dans Baudelaire peintre, salon de 1846-2021. Et là donc, je réécris intégralement le sujet, et j'insiste sur ce point, intégralement. Même si le sujet fait 15 lignes, vous le réécrivez intégralement et ensuite seulement vous pouvez le disséquer. Parce que si le jury n'a pas le sujet intégralement dans votre copie, il va se perdre. Même si le sujet, il l'a lu des tonnes de fois dans d'autres copies, même s'il est en toute connaissance du sujet, il faut lui montrer que vous êtes quelqu'un de pédagogue, parce que ce concours, c'est un concours de l'enseignement. Et donc, quand on est pédagogue, on réécrit le sujet. Je ne vais pas relire le sujet, mais je vais directement passer donc à l'analyse. Le propos très assertif de Jean-Christophe Bailly vise à définir la conception baudelairienne de l'art. Vous voyez, toujours, je définis thématiquement ce dont il est question. Je cadre en fait le sujet pour éviter tout hors-sujet. Nous étudierons aussi d'autres arts que la peinture, tels la sculpture ou le dessin, évoqués dans les salons de 1845, 1846 et 1859. Alors là, c'est une petite précision qui était typique de l'œuvre de Baudelaire. Je voulais montrer qu'en fait, dans mon traitement du sujet, je n'allais pas uniquement rester sur la peinture, parce qu'en fait, l'œuvre de Baudelaire, à savoir les salons, recoupe un ensemble de domaines artistiques. Et c'est bien de montrer que vous avez une maîtrise de l'œuvre et que donc vous adaptez le sujet à votre maîtrise de l'œuvre. Et c'est ça qui montre que vous maîtrisez non seulement l'art de la dissertation, mais aussi l'œuvre. Une conception théorique incarnée en pratique par l'œuvre de Delacroix, peintre favori du critique. Là encore, je montre ma connaissance de l'œuvre de Baudelaire et en particulier son amour pour Delacroix. Jean-Christophe Bailly définit ensuite l'idée de l'art selon Baudelaire, à la fois par ce qu'elle est, à savoir une venue, et une sorte de montée concertante, et par ce qu'elle n'est pas, à savoir l'achèvement d'une forme préconçue, où tout est joué d'avance. Vous voyez, ici, vous reprenez des expressions du sujet, vous le disséquez, c'est vraiment le moment de la dissection, où vous allez reciter des morceaux du sujet, et les articuler logiquement les uns aux autres. Créer des réseaux de sens, par exemple l'achèvement d'une forme préconçue, je l'ai mis avec tout est joué d'avance, et une venue et sorte de montée concertante, je les ai mis ensemble aussi. Cette double définition par l'affirmation et par la négation suggère l'idée d'une conception de l'art fondée sur la nouveauté et la progression. Le terme venue et le syntagme montée concertante restent néanmoins très abstraits. De quelle venue s'agit-il? Celle d'un art nouveau? Celle d'une émotion esthétique? Ici, j'ai clairement mis en valeur ce que je n'avais pas compris. Mais vraiment, venue et montée concertante sont les expressions qui ont posé le plus problème, je pense, à tous les candidats de l'agrégation cette année. Et en fait, quand vous avez une difficulté, il ne s'agit pas de l'oublier, de la mettre dans un coin. Parce que ça, le jury, il va s'en apercevoir directement. Non, quand vous avez une difficulté, vous faites face à la difficulté, vous prenez la difficulté et vous y allez confronter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai montré que, pour moi, c'est des expressions qui restent abstraites, qui vont dans le sens de la nouveauté, de la progression. Mais bon, ça reste quand même assez flou. Et je pose des questions. Je pose les questions que je me pose à l'intérieur de ma tête au moment de faire le brouillon. Eh bien, je les pose au jury. Et c'est là que vous montrez que vous entrez dans la réflexion. Et la dissertation, n'oubliez pas, c'est une réflexion. Donc, montrez que vous réfléchissez et évitez de montrer que vous n'avez pas compris le sujet et donc, ou des parties du sujet et donc vous les mettez au placard. Non, non, il faut aller les rechercher dans le placard, les mettre sur la table et vous poser des questions. Le verbe concerter, renvoyant à l'idée de réflexion et de discussion, peut-on imaginer que cette montée concertante serait la capacité de l'art à susciter la réflexion, voire l'adhésion du spectateur? Ici, vous voyez, concerter, concertante, c'est pas forcément un verbe qu'on connaît bien. On connaît déconcerté, déconcertant. Donc on peut partir éventuellement de l'antonyme pour essayer de définir. Et puis, quand on passe l'agrégation, normalement, on a une version en langue ancienne. La plupart du temps, c'est une version en latin. Merci le latin. On sait que con, ça vient de cum en latin qui veut dire avec. Certo, en latin, il me semble que c'est un verbe qui signifie prendre une décision. Donc en gros, c'est prendre une décision ensemble. D'où l'idée de réflexion, de discussion en lien avec le spectateur. Alors vous voyez, c'est très tiré par les cheveux, c'était risqué. Mais au moins j'ai montré que j'avais réfléchi sur ce verbe que je ne comprenais pas. Et si la conception baudelairienne de l'art est celle d'une montée concertante, nous verrons aussi ce qu'elle peut avoir de déconcertant,
telle qu'elle est présentée dans les salons. Alors là, vous voyez, jeu de mots facile, je le mets en lien avec l'œuvre de Baudelaire, évidemment. D'autre part, selon Jean-Christophe Bailly, l'idée de l'art propre à Baudelaire s'oppose nécessairement à l'achèvement d'une forme préconçue, à ce qui est joué d'avance. Le critique d'art valoriserait alors l'imprévu, le spontané et l'infini, face à une conception de l'art arrêtée, cloisonnée et orientée par des règles et des codes préétablis. Si Delacroix est incontestablement le phare de la réflexion artistique de Baudelaire dans les salons, et si le critique valorise l'originalité, l'imagination et le tempérament singulier de chaque artiste, il n'en oublie pas pour autant certains codes artistiques et certaines formes préconçues nécessaires à l'élaboration d'une véritable théorie de l'art tout à fait personnelle, voire à son achèvement. Il nous faudra également envisager la manière dont la théorie baudelairienne de l'art se traduit dans la forme même des salons, qui, au même titre que les œuvres qui y sont analysées, constituent des illustrations de la conception de l'art par le critique qui, rappelons-le, fut aussi poète. Alors beaucoup de choses à dire ici. Tout d'abord, toujours montrer qu'en fait, vous reprenez les propos de quelqu'un d'autre et pas les vôtres. Selon Jean-Christophe Bailly, le nom de Bailly, je le répète plusieurs fois, parce que ce ne sont pas mes propos et que je ne partage peut-être pas l'avis de Jean-Christophe Bailly. Effectivement, je vais être amenée à le nuancer par la suite et à proposer une problématisation du sujet. Donc l'analyse du sujet, on va dire que c'est jusqu'à préétabli, à peu près. Je reprends des expressions toujours du sujet, forme préconçue, jouer d'avance, mais j'introduis aussi ma perception du sujet, ma définition des termes du sujet, à savoir imprévu, spontané et infini, face à une conception de l'art arrêtée. Donc ça, ce sont mes définitions. J'introduis de la nuance à partir de si Delacroix. Toujours ce si concessif, il me semble qu'il est intéressant pour introduire justement de la nuance, pour problématiser le sujet, pour montrer ce qui ne suffit pas dans l'analyse de Jean-Christophe Bailly. J'ai repris le terme de phare parce que phare, Les Phares, c'est un poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal où il est question d'art et en particulier de peintres dont Delacroix. Donc là, je montre que j'ai également des connaissances sur Baudelaire, n'est-ce pas? J'introduis à nouveau des concepts tout à fait baudelairiens, originalité, imagination et tempérament, qui sont extrêmement valorisés dans les salons de Baudelaire. La nuance à la problématisation. Baudelaire n'en oublie pas pour autant certains codes artistiques et certaines formes préconçues. En fait, l'idée de Jean-Christophe Bailly, elle a sa pertinence, mais on va montrer aussi qu'elle ne suffit pas à décrire les salons de Baudelaire. On montre effectivement que la conception de l'art de Baudelaire fait aussi appel à des formes arrêtées, des formes préconçues, des codes artistiques qui existent déjà. Alors là, c'était aussi propre à l'œuvre. Il ne faut pas oublier que les salons de Baudelaire sont des œuvres littéraires, mais ce sont aussi des ouvrages théoriques. Il ne faut pas oublier la dimension littéraire et ne pas en fait faire un propos qui se voudrait trop philosophique et faire d'une dissertation française une dissertation philosophique. Non. Il faut s'attacher au style de l'auteur, montrer en quoi la manière dont il écrit va nous permettre de répondre au sujet. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai vraiment signifié de façon explicite que j'allais traiter à la fois la théorie de l'art, mais aussi la manière d'écrire cette théorie, le style baudelairien en fait. On arrive ensuite à la problématique. Alors n'oubliez pas, la problématique, ça doit être une phrase unique, une question synthétisée, qui permet d'interroger l'ensemble du sujet et dont on va développer les axes dans nos trois parties. La conception baudelairienne de l'art dans les salons de 1845, 1846 et 1859 est-elle nécessairement fondée sur la nouveauté, l'imprévu et l'infini, conception incarnée par l'œuvre de Delacroix? Ce n'est pas une problématique compliquée. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'en ai fait des autrement plus complexes, autrement plus belles finalement. Mais ici, elle est synthétique, elle résume peu ou prou le sujet en intégrant bien Delacroix, qui est un point essentiel du sujet. Elle ne se contente pas en fait de faire de la paraphrase puisque je reprends mes propres définitions du sujet, ce que j'ai tiré en fait de ma problématisation. Le nécessairement, c'est un adverbe qui est intéressant pour élaborer des problématiques et montrer un véritable problème. Montrer qu'il y a une tension, montrer qu'en fait, le sujet propose une idée qui est pertinente mais qui n'est pas suffisante. On en arrive à l'annonce du plan. Alors là, globalement, j'ai toujours la même formule. Après avoir montré dans un premier temps patati patata, nous expliquerons dans un deuxième temps patati patata, ce qui nous mènera à analyser dans un troisième temps patati patata. Si vous optez pour cette structure, que vous la prenez par cœur, vous perdrez moins de temps à rédiger. Après avoir montré dans un premier temps que la conception de l'art dans les salons est caractérisée par la nouveauté, l'imprévu et l'infini, conception dont le modèle le plus éblouissant est le peintre Delacroix, Grand 1, thèse,
Je vais dans le sens du sujet. Nous nuancerons le caractère assertif du propos de Jean-Christophe Bailly en expliquant que cette même conception de l'art se rattache aussi au déjà conçu et que les salons proposent une conception de l'art déconcertante par endroits, annonçant la venue d'un art contre lequel le critique se dresse. Grand 2, antithèse. Nous envisagerons enfin le propos de Jean-Christophe Bailly en explorant l'idée d'une rencontre plutôt que d'une venue, une conception de l'art propre à concerter le spectateur des œuvres comme le lecteur des salons. Grand 3, une espèce de synthèse. Alors là, c'est un peu abstrait ce que j'ai mis. Ça fait un peu teaser, mais on sait pas trop où je veux aller. Donc là, ce que je reprocherais à l'annonce de ma troisième partie, et de toute façon, ma troisième partie, elle est toujours foireuse, c'est d'être trop dans le flou, un salmigondi de je ne sais trop quoi. On espère que le Grand 3 sera plus clair au moment d'y arriver. On va passer ensuite donc à la première partie. Je vais uniquement faire l'annonce de partie, la première sous-partie, puis la transition, comme d'habitude, pour vous montrer un petit peu globalement le schéma. Je vous mettrai la copie disponible sur Google Drive dans l'onglet communauté de ma chaîne pour la consulter en entier. Chaque grande partie démarre par une ou deux phrases de présentation de l'argument de la grande partie. Ne commencez pas tout de suite par votre premier argument, par votre première sous-partie. Il faut vraiment s'attacher dans une dissertation à bien cloisonner les étapes et à montrer une véritable progression. D'après Jean-Christophe Bailly, l'illustration la plus aboutie de l'idée de la peinture chez Baudelaire serait l'œuvre de Delacroix, propre à incarner une venue et une montée concertante. Le terme venue suggère l'idée de nouveauté, de ce qui ne préexiste pas, de ce qui se fait dans l'instant. Venue du pinceau sur la toile ou venue de l'émotion esthétique du spectateur, elle est caractérisée par un mouvement ascendant. Dans cette annonce de première partie, deux choses. La première, vous voyez, je reprends des mots du sujet, je les cite. C'est ultra important de faire référence au sujet tout au long de la copie parce que ça vous évitera de tomber dans le hors-sujet. Je vais définir un peu plus ces mots, un peu plus que je ne l'ai fait en fait dans l'introduction, avec l'idée de la venue du pinceau sur la toile, de la venue de l'émotion esthétique, du mouvement ascendant. J'en arrive à ma première sous-partie. Alors vous voyez, mes sous-parties, elles sont pas non plus énormes, elles font une demi-page à chaque fois. Mais vous allez voir que dans cette demi-page, j'arrive à synthétiser à la fois un argument et un ou plusieurs exemples. Nous pouvons d'emblée noter que le propos de Jean-Christophe Bailly souligne la nature subjective de la conception de l'art exposée dans les salons au travers d'une relative déterminative qui est celle de Baudelaire. Argument numéro 1. Je m'appuie directement sur le sujet et je n'hésite pas à le citer. Et je pars vraiment sur des trucs mais ras du parquet pour le grand 1 petit 1. Ne cherchez pas déjà à vouloir expliquer la venue, la montée concertante, je ne sais trop quoi. Non, appuyez-vous sur des éléments tout simples comme qui est celle de Baudelaire parce que souvent les gens veulent expliquer trop vite des mots compliqués du sujet ou qui demandent un peu plus de réflexion dès le grand 1 ou dès le grand 2 et ils se ramènent en grand 3 et ils n'ont plus rien à dire. Non, il faut vraiment se dire que le grand 1, c'est l'illustration du sujet. Donc on va illustrer tout ce qu'on peut dans le sujet, y compris les formules qui a priori n'ont pas d'intérêt, comme qui est celle de Baudelaire. Et on peut faire feu de tout bois, vous allez voir. En effet, tout comme le suggère Gretchen Van Slyke dans un article portant sur la réception des salons, le critique s'ancre solidement dans son discours et le signifie au moyen du je réitéré. Je vais dans le sens de mon argument en l'appuyant par un argument d'autorité, à savoir un extrait d'un article critique. Les salons ne sont pas l'œuvre d'un critique objectif qui s'effacerait derrière le compte-rendu des œuvres qu'il a pu voir, mais bien celle d'un critique qui assume le caractère subjectif de son propos. Donc là, je suis toujours dans mon argument, je l'étaye un peu. Les salons s'écrivent ainsi à la première personne du singulier. Là, j'introduis un élément littéraire. Une notion littéraire, ici c'est une notion stylistique, une notion d'énonciation, à savoir la première personne. Et oui, on n'y pense pas assez à cette première personne du singulier, mais quand même, quand elle intervient dans une œuvre, il faut se poser la question de pourquoi il y a un jeu. Et là, j'introduis mon exemple avec des citations que j'ai apprises par cœur. Hein. Quand on arrive au niveau du CAPES de l'agrégation, je suis désolée, mais il va falloir apprendre ces citations par cœur, se faire un petit carnet de citations. Moi, je pense qu'à l'agrégation, j'en ai appris une centaine par cœur. Alors évidemment, il fallait les revoir de temps en temps parce qu'au bout d'un moment, on les oublie un peu. C'est très fastidieux comme travail, mais c'est ce qui vous garantit d'avoir la moyenne, voire une excellente note quand votre argumentation est bien bâtie. Ça fait la différence, croyez-moi, ça vaut le coup. Donc citation, je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique, postule ainsi le critique dans la section « À quoi bon le critique » du salon de 1846. Quand vous tirez vos exemples, essayez aussi de les placer
précisément dans l'ouvrage. Et c'est ça qui va montrer que vous avez une maîtrise absolument parfaite de l'ouvrage. Quand vous êtes dans un recueil de poésie, essayez de se situer dans la section. Quand vous êtes dans une pièce de théâtre, la scène et l'acte. Quand vous êtes dans un roman, peut-être le numéro ou le nom du chapitre, ou éventuellement, s'il n'y a pas de chapitre, à quel moment de l'histoire on se situe. Plus encore, Baudelaire prône la subjectivité dans l'exercice qu'est la critique d'art. Dans cette même section, il se positionne en faveur d'une critique partiale. 2 points, pour être juste, c'est-à-dire pour avoir sa raison d'être, la critique doit être partiale. Il s'oppose ainsi à la critique neutre, objective et scientifique où tout pourrait être joué d'avance. Je montre en quoi l'exemple tiré des œuvres de Baudelaire, des salons de Baudelaire, correspond ou répond au sujet de Jean-Christophe Bailly en reprenant une expression de Jean-Christophe Bailly que j'ai modifiée. Alors vous pouvez modifier certaines expressions du sujet en mettant des crochets sur ce qui est modifié. Vous voyez ici j'ai modifié le temps, enfin le temps et même j'ai utilisé une périphrase modale ici où tout pourrait être joué d'avance. N'oubliez pas que le conditionnel est votre meilleur ami en dissertation parce qu'il introduit de la nuance et il montre que vous êtes dans une forme de réflexion et que vous n'êtes pas assertif comme l'est Jean-Christophe Bailly parce que vous réfléchissez précisément et que vous êtes conscient que ce que vous avancez peut ne pas être la bonne solution ou en tout cas une solution provisoire. Et ce choix de la partialité conditionne l'écriture des salons où l'auteur alterne éloge éblouissant et blâme violent. Donc là encore, j'introduis des notions littéraires, éloge, blâme. Il choisit soigneusement les artistes et les œuvres qu'il aborde, ne faisant pas cas de ce qui manque d'intérêt à ses yeux, ce qui peut donner lieu à d'importantes ellipses, notions littéraires, comme celle à la fin du salon de 1845 portant sur les peintres Hornung, Barre et Geffroy, réduits à des vers repris et adaptés de La Fontaine. Et la citation, Hornung, le plus têtu des trois n'est pas celui qu'on pense, Barre, voir le précédent, Geffroy, voir le précédent. Donc là, c'est un exemple ultra précis qui m'avait vraiment frappé. N'hésitez pas, en fait, dans votre lecture de l'ouvrage, à noter les passages aussi qui sont des citations peut-être que les autres ne vont pas avoir, mais qui vous ont frappé. Parce qu'il y a les citations canoniques qui sont attendues. Par exemple, celle que j'ai citée juste avant, je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique. Ça, c'est typiquement le genre de citation que tout le monde apprend parce qu'elle permet d'illustrer des tas d'arguments et qu'elle est importante pour comprendre la poétique baudelairienne. Maintenant, quand vous avez des passages comme ça, un peu moins importants dans l'œuvre, mais qui vous semblent importants au vu de ce qu'ils illustrent, moi j'avais appris cet exemple à dessein parce qu'il m'avait totalement frappé, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'œuvre de Baudelaire, il est question d'aborder des peintres qui sont présents au salon 1845 et lui, il n'en parle pas, il met voir le précédent. Donc ça signifie vraiment qu'il n'en a rien à faire de ces peintres-là. Et je trouve que c'est une telle marque d'irrespect et d'irrévérence que ça doit être remarqué. Donc je l'avais noté dans mes exemples à apprendre par cœur, d'autant que c'était pas très long et puis que ça faisait référence à La Fontaine. J'adore La Fontaine. Merci, superbe exemple. On arrive donc à la fin de ma sous-partie. À la fin de chaque sous-partie, il faut faire une mini-conclusion, un mini-bilan de sous-partie. Alors, une phrase ou deux, hein, c'est suffisant, qui va permettre de résumer le passage et surtout de voir ce que vous avez tiré de votre argument et de vos exemples. Baudelaire l'affirme donc d'emblée, sa critique est subjective, propre à exposer l'idée de la peinture qui est la sienne. Et là, je reprends en fait les termes de Jean-Christophe Bailly pour faire ce mini-bilan. Il n'y a pas non plus énormément de connecteurs logiques qui sont plutôt dissimulés dans l'ensemble, mais il faut quand même qu'ils soient là pour vraiment montrer les charnières de votre démonstration. À savoir, nous pouvons d'emblée noter, ça peut être sympathique pour démarrer une partie. On a le « en effet » explicatif. À la fin, on a le « donc » consécutif ou qui résume. Il y a le « ainsi » au milieu de la partie. Ces petits connecteurs logiques permettent tout de même de suivre la progression au sein même d'une sous-partie. On en arrive finalement à la transition. Alors n'oubliez pas, les transitions, il y en a 2 dans une dissertation et non pas 3. Il y en a une à la fin de la première partie pour faire transition avec la deuxième partie et il y en a une à la fin de la deuxième partie pour faire transition avec la troisième partie. Parce qu'en fait, pas besoin d'en mettre une à la fin de la troisième partie, la conclusion fait office de transition. Transition généralement, 4-5 lignes, pas plus. La transition, elle a 2 fonctions. La première, c'est de résumer ou en tout cas de tirer l'essence même de ce que vous avez traité dans cette première partie. Et la seconde fonction, c'est d'introduire, d'amener progressivement à la partie suivante. Exposant une idée de l'art toute personnelle et prenant appui sur l'exemple éloquent de Delacroix, les salons de Baudelaire élaborent une vision de l'art à l'opposé du préconçu, mettant en avant la nouveauté et la singularité. Mais le critique n'en oublie pas moins le déjà conçu, et ce n'est pas uniquement la venue d'un art fondé sur l'imagination et l'imprévu qu'il expose dans ses salons. Dans la transition entre les parties, résumé, et puis après on introduit la nuance.
la nuance, à savoir, ok, on a dit ça, mais c'est pas suffisant pour traiter le sujet. J'en arrive maintenant à l'ultime étape, à la conclusion de la copie. La conclusion n'est absolument pas à négliger, et si vous n'avez pas de conclusion, ça montre que vous n'avez pas réussi à terminer votre copie. Ayez donc toujours une conclusion, même si votre P3 est un peu rabougri, il vaut mieux avoir une conclusion que pas de conclusion. La conclusion, 3 fonctions, dont une un peu facultative. La première, c'est répondre à la problématique de départ. La seconde, c'est répondre à cette problématique de départ en résumant les différentes étapes de votre démonstration. Et la troisième fonction facultative, faire une ouverture sur un autre débat littéraire, sur une question littéraire en lien ou sur une autre œuvre de cet auteur. Je vous conseille de reprendre plus ou moins en la reformulant votre problématique en début de conclusion, de la rappeler pour montrer en fait que votre problématique elle n'est pas juste là pour décorer mais que vraiment vous y avez répondu dans votre dissertation. Nous nous étions donc interrogés, d'après le propos de Jean-Christophe Bailly, sur la pertinence des idées de nouveauté, d'imprévu et d'infini pour caractériser la conception de l'art baudelairien. Et ce, à l'aune de l'œuvre de Delacroix, qui constitue pour Baudelaire une pièce maîtresse de sa réflexion esthétique. Il semble d'abord évident que le rôle joué par le peintre dans l'idée de l'art qui est celle de Baudelaire est essentiel et caractérise une pensée singulière qui assume sa subjectivité. La conception baudelairienne de l'art repose à première vue sur la nouveauté et l'originalité, se refusant à tout ce qui relève du préconçu et du jouet d'avance. Cette idée est présente tant dans le contenu des salons que dans leur forme qui joue avec les codes du genre. Cela dit, ce jeu avec la tradition montre que le critique fait parfois appel au préconçu. Par ailleurs, sa conception de l'art ne se fonde pas uniquement sur un mouvement ascendant, les œuvres admirées côtoient les œuvres fustigées, et ce balancement permet à l'auteur de structurer une théorie de l'art qu'il expose à son lecteur dans une sorte de concertation. À la fois guide et spectateur avec le lecteur, le critique cherche à susciter l'adhésion après concertation. Les salons sont donc à la fois exposition et incarnation de l'idée de l'art qui est celle de Baudelaire, une idée de l'art où rien n'est joué d'avance, car tout se fait dans l'instant de la création, puis dans celui de la contemplation. En voyez, moi j'ai pas trouvé d'ouverture, alors je n'ouvre pas. Quand je ne trouve pas d'ouverture, il vaut mieux rester sur ce qu'on a dit de pertinent, plutôt que de proposer une ouverture qui n'a rien à voir avec le sujet ou qui tombe à plat. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la dissertation d'agrégation. Vous voyez un peu ce que ça peut donner pour obtenir 16 apparemment sur la dissertation sur œuvre. Je pense que les 2 points ultra importants, c'est d'une part montrer que vous produisez une réflexion sur l'œuvre à partir du sujet. Vraiment, c'est important. Montrer qu'on est en train de réfléchir. Et deuxième point, plutôt second point, montrer que vous connaissez l'œuvre par cœur. Vraiment, il faut des citations sur toutes les sous-parties. Des petites citations, voire des grosses citations pavées. Si vous voulez les impressionner, vous pouvez apprendre un poème entier quand vous avez des œuvres poétiques. Par exemple, moi j'avais appris un sonnet de Louise Labbé par cœur. Ça fait un peu bachotage, mais en réalité ça montre que vous avez déjà une très très bonne mémoire. En plus que vous êtes capable d'introduire ce passage dans votre démonstration. Et alors là, c'est absolument éblouissant. On a beau dire ce qu'on veut, avoir en plein milieu de notre dissertation un pavé de 5 lignes tiré de l'œuvre et qui fait mouche dans notre démonstration, c'est magnifique. C'est magnifique et là, ça convainc vraiment votre jury. J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me poser comme d'habitude vos questions en commentaire. La dissertation, je le rappelle, est disponible ou sera disponible sur un Google Drive dont je mets le lien dans l'onglet communauté. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.